Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, des comités de veille et de suivi de la paix et de la cohésion sociale pour Daoukro et Toumaudi, deux villes de la région centre. Leurs membres ont été installés il y a quelques jours lors d'une cérémonie en présence du médiateur de la République, Adama Toungara. Toujours en Côte d'Ivoire, un fonds de 4 milliards de francs CFA mis à la disposition des commerçants ayant des difficultés pour accéder au financement de leurs activités génératrices de revenus. Il s'agit d'un projet présenté récemment au marché Petit Lomé dans la commune d'Adjamé. Enfin au Tchad, 14 opposants incarcérés hier pour avoir manifesté récemment contre le 6e mandat du président Idriss Déby Itno. Les partis politiques de Côte d'Ivoire rendent hommage à Laurent Donafologo, ancien ministre d'État, ancien président du Conseil économique et social. Laurent Donafologo, grand serviteur de la nation ivoirienne, décédé le 5 février dernier à l'âge de 82 ans. Alexis Ouedraogo. La vague d'émotions et d'hommages continue d'enfler après le décès de l'ancien président du Conseil économique et social. Sur la scène politique, le PDCI-RDA, dont il fut l'une des plus grandes figures, reste ému. La Côte d'Ivoire perd aujourd'hui vraiment un grand homme qui a des qualités vraiment hors normes, un grand disciple vraiment du président, je dirais, Houphouët-Boigny. Et il a été même, je dirais, le précurseur de l'oufoutisme, parce qu'il était le chantre, je dirais, de l'oufoutisme, et il a été rattrapé, je dirais, plus tard, de tous les partis en Côte d'Ivoire, qu'ils soient de gauche ou de droite, tout le monde se reconnaît dans l'oufoutisme. M. Folgo y était déjà. Au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, l'on se remémore la démarche de paix, de conciliation de celui qui avait fait d'Houphouët-Boigny son modèle de vie. Aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny, il a joué un rôle de disciple. Et comme lui-même se plaît à le dire, il est le véritable disciple d'Houphouët. Et prions Dieu qu'il connaisse le paradis à ses côtés et que de là-haut, en étant aux côtés d'Houphouët, il puisse prier pour la Côte d'Ivoire. Avec le président Laurent Donafologo, j'ai beaucoup appris sur la vie d'Houphouët. C'est donc pour nous, au RHDP, un oufouettiste, un des grands disciples de l'oufouettisme qui s'en est allé. La Côte d'Ivoire vient de perdre un grand serviteur de l'État, qu'il repose en paix, mais que sa mémoire aussi puisse accompagner la Côte d'Ivoire dans le renforcement de sa cohésion sociale. Au Front populaire ivoirien aussi, moment de tristesse, le secrétaire général du parti salue la mémoire de l'homme de paix. On a appris avec beaucoup de consternation le décès du président Donafologo. Et en ces circonstances douloureuses, le président du Front populaire ivoirien, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, et tout le parti tiennent à rendre hommage à ce grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire qui a su à tout moment mettre en avant l'intérêt national et la cohésion sociale. Laurent Donafologo était aussi un homme de plume. Journaliste, il a été le président de l'UPF. L'Union de la presse francophone le témoigne. Il faut dire que Laurent Donafologo a été un artisan actif de la création et de l'implantation de l'Union internationale de la presse francophone en Côte d'Ivoire. Il en a été le président national, donc de la section ivoirienne, pendant de longues années. Et ce qu'il faut ajouter de très important, c'est que M. Fologo a même été le président international de l'UPF entre 1975 et 1978. Pour sa mémoire, il est extrêmement important de relever ce fait de sa vie professionnelle de journaliste. Laurent Donafologo s'est éteint le 5 février dernier. Il était âgé de 82 ans. Dans l'actualité nationale également, l'installation il y a quelques jours des comités de veille et de suivi de la paix
et de la cohésion sociale à Daoukro et à Toumoudi, dans le centre du pays. C'est une initiative du médiateur de la République, Adama Toungara. Les membres de ces comités devront, entre autres, organiser le dialogue communautaire en vue de prévenir et gérer les conflits. Walter Amadou. Le médiateur de la République à la rencontre des différentes communautés du département de Daoukro. Des populations fragilisées par un conflit communautaire qui a fait plusieurs morts et des dégâts matériels importants. Adama Toungara, à travers cette rencontre, invite au renforcement de la cohésion sociale et au vivre ensemble. Tout ceci couronné par l'installation d'un comité de veille et de suivi de la cohésion sociale. Nous espérons avec certitude que les membres que vous avez bien voulu installer ici dans le département de Daoukro apporteront un plus dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale au sein de nos communautés. Nous vous rassurons par ailleurs que le comité de veille que vous avez installé fera tout ce qui est humainement possible pour que la paix et la cohésion sociale soient au cœur des préoccupations de nos différentes populations. Et nous allons continuer toujours la sensibilisation. Nous allons croiser d'abord les partis politiques, les jeunes, les vieux, les corps habillés, tout le monde. Ensemble, nous allons les parler de paix pour dire que ces élections qui arrivent ne doivent pas nous amener à nous déchirer encore. Donc nous allons travailler pour que ces élections se passent normalement sans problème. Cette rencontre a permis également de présenter les causes et les conséquences des conflits communautaires du département. Après Daoukro, Adama Toungara s'est rendu dans la ville de Toumoudi, également théâtre d'affrontements communautaires en octobre dernier. Aux parents des victimes et aux sinistrés, le médiateur de la République a eu un message particulier. Adama Toungara a exhorté les communautés à éviter les règlements de compte et à se référer à la justice. Pour les prochaines législatives, il lance cet appel. J'invite les candidats qui solliciteront les suffrages de population à avoir un langage de paix afin d'éviter d'attiser les rancœurs et les tensions encore présentes. De même, leurs militants et sympathisants doivent emprunter cette démarche pour une campagne électorale apaisée et un scrutin sans violence à Toumoudi et toutes les circonscriptions électorales de Côte d'Ivoire. Cette tournée de sensibilisation et d'invitation au renforcement de la cohésion sociale va se poursuivre pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Mais avant, le département de Toumoudi a vu l'installation de son comité de suivi et de veille de la cohésion sociale, un comité cosmopolite. La télévision numérique terrestre, désormais une réalité en Côte d'Ivoire. En effet, le processus de migration vers la TNT est réalisé sur 72% du territoire national. Explication détaillée du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, lors d'une conférence de presse. C'était hier au ministère, dans la commune du Plateau. Serge Collier. C'est un processus irréversible. L'extinction du signal analogique en Côte d'Ivoire est entrée dans sa phase active. Le ton a été donné le samedi 30 janvier 2021 à Korogo, capitale de la région du Poro. Les villes de Korogo, de Dikodougou, de Sinémantiali, de Niofouin, de Koni et de toutes les autres villes situées dans un rayon de 50 km ont basculé totalement à la TNT depuis cette date. Dans cette zone, le taux de pénétration de la TNT dans les ménages est aujourd'hui de l'ordre de 80%. La région de la Maraoué, qui enregistre également un taux de pénétration satisfaisant, suivra celle du Poro. Pendant 9 longues années, la Côte d'Ivoire a déployé sa stratégie, avec notamment la création de la Société ivoirienne de télédiffusion, chargée de mener le processus à terme. 3 critères guident l'extinction du signal analogique. 1.
la zone de couverture TNT de la région concernée doit être supérieure à celle de l'analogie. 2. L'implication des autorités locales et leaders d'opinion dans la campagne de communication de l'extinction du signal analogique doit être effective. Et enfin 3. La disponibilité des équipements de réception, c'est-à-dire antennes et décodeurs, dans la région doit être avérée. À ce jour, la télévision numérique terrestre couvre 72% du territoire. En 2021, l'ensemble du pays sera touché, ce qui permettra de mettre fin définitivement au signal analogique en vigueur depuis 1960. Toujours en Côte d'Ivoire, les commerçants ayant des difficultés pour accéder au financement de leurs activités bientôt soulagés. En effet, un fonds de 4 milliards de francs CFA sera mis à leur disposition. Il s'agit bien sûr d'un prêt. Les précisions de Cheikh Koné. Professionnaliser et formaliser le secteur du commerce en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de cette carte du commerçant. L'opération de distribution a démarré depuis le 8 août 2019. Aujourd'hui, c'est plus d'une centaine de commerçants du marché Petit Lomé d'Adjamé qui reçoivent la leur. Quand vous allez demander désormais vos cartes, très rapidement, au bout de 2 semaines, 3 semaines, vous aurez vos cartes immédiatement. Le président de la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, FENACI, s'est réjoui de l'aboutissement de cet important projet qui permet de réorganiser un secteur jadis désorganisé. Le représentant du ministère du Commerce et de l'Industrie a énuméré les nombreux avantages sociaux liés à la carte. Le premier cas des commerçants, c'est d'abord une obligation légale. Parce que le gouvernement a décidé que pour faire commerce en Côte d'Ivoire, il faut avoir carte de commerçants. Il y a 4 milliards qui sont disponibles pour les commerçants de Côte d'Ivoire. Et il n'y a seulement que 600 millions qui ont été utilisés. C'est très peu. C'est très peu. On souhaite que les 4 milliards soient rapidement utilisés. Et pour cela, il faut juste avoir sa carte de commerçant. On n'a pas besoin d'aval, de garantie, rien. Pour rappel, c'est en 1997 que l'État a signé le décret portant institution de la carte du commerçant. Malheureusement, ce projet a connu 3 tentatives de mise en œuvre, notamment en 1999, en 2004 et en 2007. C'est donc en 2015 que le processus a été relancé à travers l'adoption d'un arrêté. L'identification des commerçants suivie de la remise d'une carte est conduite par l'opérateur Unetec, à qui a été concédée la gestion de l'opération. Cette autre actualité fait également des heureux, notamment dans la région de l'Agné-Bitsiassa, dans le sud du pays. En effet, environ 750 jeunes entrepreneurs ont reçu récemment des chèques. Une initiative dans le cadre du programme Agir 3, développé par l'agence Emploi Jeunes. Les détails, Didier Nguessan. Ils sont porteurs de projets dans l'agriculture, l'artisanat, la restauration, le commerce et les services. Ces jeunes de l'Agné-Bitsiassa reçoivent des financements de l'agence Emploi Jeunes dans le cadre du programme AG3. Au total, 710 jeunes de Tiassalé, Ndoussi, Sikensi, Rubino, Tabo, Azaguié et Agboville sont financés à hauteur de 319 500 000 francs CFA. Merci à l'agence Emploi Jeunes et à la COPEC pour leurs accompagnements constants et leur mise en œuvre de cette opération. Notre reconnaissance va également au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sans qui ces actions ne seraient possibles. Les cadres de l'Agné-Bitsiassa appellent les bénéficiaires au sens de la responsabilité dans la gestion des fonds. J'ai l'intime conviction que la jeunesse de notre région prendra conscience des efforts consentis par le gouvernement pour leur permettre de mieux s'insérer et être autonomes dans la société, car l'avenir leur appartient. En plus de ces financements, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, annonce la mise à disposition du Conseil régional d'une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour le financement de projets en faveur des jeunes. C'est 100 millions de francs CFA que nous allons dégager très rapidement pour aider vous-même, le Conseil régional, dans l'encadrement donc des jeunes de la région qui veulent faire des formations et qui ont des projets structurants ou qui veulent s'installer donc à leur propre compte.
Avant la remise des chèques, les associations de jeunes de l'Agnébitiassa ont échangé avec le ministre et sa délégation sur l'implication de la jeunesse dans le développement socio-économique de la région. La jeunesse de Bouaké, dans la région centre du pays, n'est pas oubliée. Des chèques d'une valeur de 68 millions de francs CFA ont été attribués il y a quelques jours aux jeunes entrepreneurs. Il s'agit pour la cellule Initiative Bouaké d'accompagner financièrement cette jeunesse dans la réalisation de ces micro-entreprises et activités génératrices de revenus. Le point, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Des chèques d'une valeur de 68 millions de francs CFA à 16 jeunes à Bouaké en vue du financement de leur projet. Cet appui s'inscrit dans le cadre des actions de développement de l'association dénommée Cellule Initiative Bouaké, une association d'intérêt général de financement et d'entraide qui accompagne le gouvernement et ses partenaires dans le programme de développement et d'appui aux jeunes. Rahman Kone explique le processus d'acquisition des prêts. Il faut d'abord venir au bureau de la cellule, rencontrer l'animateur qui va donc consolider votre projet et vous préparer. Et puis par la suite, vous allez passer devant un comité d'agrément. Avec le chèque de la CIB, j'ai augmenté ma production et aujourd'hui, vraiment, je suis fier. Grâce à eux, on a eu quand même des prêts pour pouvoir quand même développer nos activités. Créée en 2019, la cellule Initiative Bouaké est un programme social local de personnes de bonne volonté qui met l'accent sur l'emploi et l'autonomisation des jeunes par la création de micro-entreprises ou activités génératrices de revenus. Les bénéficiaires inscrits sur la plateforme profitent d'une formation et de financement remboursable de leur projet. Cette initiative vise à travers l'insertion des jeunes à promouvoir leur autonomisation dans l'entrepreneuriat. Région de la Maraoué, dans le centre-ouest du pays. Les promesses formulées par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État en septembre 2020, se réalisent progressivement. À noter par exemple dans la ville de Saint-Fra, 2 projets lancés récemment. Il s'agit de la construction d'un hôpital général et du bitumage de l'axe Boisflé-Saint-Fra. Pour en parler, Soro Corona de RTI Bouaké. Danse et chant des populations du département de Saint-Fra pour saluer l'annonce de ces 2 bonnes nouvelles. La construction de l'hôpital général et le bitumage de l'axe Boisflé-Saint-Fra long de 50 km. Travaux lancés par le président de la République. Le bitumage de cet axe routier a débuté avec le mouvement des machines. Les travaux de l'hôpital général seront lancés dans ce mois de février par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour les populations, la réalisation de ces 2 grands projets va changer le visage de Saint-Fra qui est déjà en chantier depuis le passage du président Alassane Ouattara en septembre dernier. Après la visite d'État, il nous l'a promis et que cela allait être chose effective. Donc c'est avec une grande joie. Au lieu de mettre 3 heures pour aller à Boisflé, nous n'aurons que à peine 1 heure de temps pour aller rejoindre nos parents de Boisflé. Ces nouvelles-là nous réjouissent en tant que population de Saint-Fra. Que ce soit l'hôpital, la construction de l'hôpital, ou bien encore le bitumage donc de ces routes-là. En tout cas, ça va être un très grand soulagement pour nous, population de Saint-Fra. Cette rencontre d'information et d'échange a été également mise à profit pour parler de paix et de cohésion sociale, ciment de tout développement, d'où l'appel à des élections législatives apaisées. C'est aussi notre rôle en tant que leader politique du département et de la région d'amener les populations à la paix et à la cohésion sociale. Nous nous attelons à cela et nous sommes sûrs que ces élections se passeront donc dans la paix. Le président de la République a effectué une visite d'État dans la région de la Maraoué du 23 au 26 septembre 2020. À cette occasion, Saint-Fra a bénéficié de plusieurs infrastructures, bitumage de la voirie communale, un château d'eau pour mettre fin aux difficultés liées à l'accès à l'eau potable, des écoles primaires et centres de santé. La lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire se durcit. En effet, les inspecteurs et autres médecins du travail ont participé il y a quelques jours à Grand Bassam, dans la région sud, à un atelier pour renforcer leurs capacités. Les travaux ont porté sur le travail des enfants dans la cacaoculture. Le point, Sephora Zegui.
Dans la lutte contre le travail des enfants, les inspecteurs et médecins inspecteurs du travail ont un rôle fondamental à jouer afin de contribuer à la disparition de ce fléau, d'où cette formation à leur attention. Le BIT, à travers cette initiative, veut leur permettre d'élaborer une stratégie en matière de lutte contre le travail des enfants pour le compte de l'inspection du travail. Donc cette formation, elle est vraiment pour but de renforcer leurs capacités et leur capacité aussi de détermination d'une stratégie d'action et d'intervention dans le secteur cacao afin de contribuer à cet engagement national du gouvernement et de la Première Dame pour la réduction et la disparition du travail des enfants en Côte d'Ivoire. 72 millions d'enfants en Afrique travaillent. Ces dernières années, l'on enregistre, selon le Bureau international du travail, 38% de réduction dans le monde. La Côte d'Ivoire fait des efforts continus pour lutter contre ce phénomène. Le gouvernement, à travers le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, se réjouit des progrès réalisés par le pays et encourage l'initiative. Il convient de privilégier les actions de terrain à impact direct et rapide et renforcer les capacités opérationnelles des relais locaux pour des activités de proximité. C'est à ce titre que le CNS se réjouit de l'organisation de ce présent séminaire et adhère pleinement à cette initiative qui est en phase avec les priorités nationales. Pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, cette activité qui devrait aboutir à une stratégie de lutte contre le travail des enfants est à saluer. Les inspecteurs et les médecins inspecteurs du travail sont un maillon important dans la chaîne des acteurs œuvrant au quotidien pour l'élimination du travail des enfants. De par leur mission, ils sont appelés à détecter et traiter les situations qui ne sont pas en conformité avec les normes internationales du travail et la législation nationale sur le travail des enfants. La COVID-19 a accentué le travail des enfants en Afrique. Face à cette pandémie, l'année 2021 devrait être pour les États l'occasion de redoubler d'efforts dans la lutte contre le travail des enfants, selon le Bureau international du travail. Plus jamais de mutilation génitale féminine en Côte d'Ivoire. Appel lancé hier dans la commune du Plateau par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à l'occasion de la célébration officielle de la Journée internationale de lutte. Ramata Libakayoko a fait le point sur le combat mené par son département ministériel. Grace Kando. Je dis, je ne veux pas. Ça ne va pas se faire ici. Comment on t'a fait ça, non? Mais on a fait quand je vais pour accoucher là. Je fais quoi? Je souffre. Ou bien, pour accoucher, ils m'ont fait ça, toi et moi, la nuit. C'est comment? Je ne ressens rien de toi. Les mutilations génitales féminines ont des conséquences néfastes. Elles affectent le développement et l'épanouissement des femmes et des filles. En Côte d'Ivoire, 36,7% des femmes ont subi une mutilation génitale selon les résultats de l'enquête à indicateurs multiples. Pour l'ONU Femmes, il y a donc urgence. Pour avoir une chance d'atteindre l'objectif mondial d'élimination des mutilations génitales féminines d'ici à 2030, nous devons accélérer les progrès de manière exponentielle. Pour ce faire, nous aurons besoin de quelques 2,4 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Le coût de l'inaction est toutefois plus élevé. Nous devons impérativement mettre un terme à ces mutilations si nous voulons éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles et parvenir à l'égalité des sexes. La mobilisation et l'implication de tous est sollicitée en cette journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, dont le thème est « Aucune excuse pour l'inaction mondiale, unissons-nous, finançons, agissons ». Nous sommes partis dans les villages pour dire à nos parents de ne plus faire les fusions, que ce n'est pas bien. Que toi qui fais, si le gouvernement entend, on va te mettre en prison. Nous ne pouvons pas arrêter. Tant qu'ils n'ont pas arrêté de faire ça en cachette, nous on continue de faire notre sensibilisation. C'est nous les chefs qui avons l'opportunité d'informer et à travers les réunions, les rencontres périodiques, de sensibiliser la population en vue de juguler ce mal-là qui est en train de prendre l'ampleur en Côte d'Ivoire.
la mutilation génitale, c'est une mauvaise chose qu'il faut condamner, il faut réprimer, et puis ceux-mêmes qui pratiquent ce genre de choses, on les arrête. Le gouvernement, de son côté, ne baisse pas les bras. Des actions visant l'interdiction de ces pratiques traditionnelles sont menées. Il s'agit notamment des articles 394, 397 et 398 du Code pénal ivoirien du 10 juillet 2019, réprimant les mutilations génitales féminines. Ces dispositions prévoient des peines privatives de liberté pouvant aller jusqu'à 20 ans en cas de décès de la victime. Le ministère de la Femme a élaboré un plan national de promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et mis en place 68 plateformes multisectorielles de lutte contre les violences basées sur le genre sur le territoire national. Le ministère a mis à la disposition du public un service téléphonique d'assistance pour pouvoir dénoncer gratuitement et sous anonymat toute violence que subirait toute femme ou fille. Ce sont les lignes 1308 et 116. Pour accompagner et encourager les plateformes engagées dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la ministre Ramatali Bakayoko leur a remis du matériel de bureau. Ensemble, continuons d'appliquer consciencieusement les gestes barrières contre le coronavirus. 142 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 29 967 cas confirmés de coronavirus, 27 786 personnes guéries, 165 décès et 2016 cas actifs. Environ 2 500 000 décès liés au coronavirus dans le monde entier. La situation est grave. L'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé dépêchée à Wuhan, en Chine, depuis 4 semaines pour tenter de découvrir les origines de la pandémie de coronavirus. Plus d'un an après le début de la crise sanitaire, va donc donner aujourd'hui une conférence de presse. Retour en Côte d'Ivoire où le conseil municipal de Yopougon, dans le district d'Abidjan, a offert récemment 2 véhicules et 10 motocyclettes aux éléments de la police nationale. Des dons pour lutter efficacement contre le grand banditisme dans la commune de Yopougon. Le point à Boussanogo. Un véhicule de transport de troupes, un véhicule d'intervention double cabine de type 4x4 et 10 motos. Le tout d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Ils viennent renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale à Yopougon. Un geste du conseil municipal de Yopougon. Avec une démographie galopante dans la commune de Yopougon, ces dons vont permettre d'intensifier la lutte contre le grand banditisme. En remettant au service de police de votre commune, vous contribuez au renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale. Je voudrais à présent vous rassurer que la police fera bon usage des engins mis à sa disposition pour le bonheur des populations et la protection des institutions de la République. Ces véhicules et motos flambant neufs vont contribuer également à la sécurisation des prochaines législatives dans la commune de Yopougon. Direction à présent le Tchad, où 14 opposants au président de la République, Idriss Déby Itno, seront jugés pour avoir bravé une interdiction de manifester le 6 février dernier, jour de l'annonce de la candidature du chef de l'État tchadien à un 6e mandat. Ces 14 opposants ont donc été incarcérés hier. Pour terminer cette affaire en République démocratique du Congo, le 2 juin 2010, alors qu'il se rendait à l'inspection générale de la police, Floribert Chebeya, un défenseur des droits humains, et son chauffeur Fidel Bazana sont assassinés à Kinshasa, la capitale. 5 policiers condamnés en 2011 à l'issue d'un procès devant la justice militaire. Mais les proches des 2 hommes et la société civile soutiennent que cette affaire n'a pas été complètement élucidée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre confiance et de votre fidélité à RTI 1.